On retrouve Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, auteur du dernier ouvrage Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara, aux éditions Max Milo. Bonjour. Malgré toutes les condamnations internationales, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit son objectif qui n'est pas la libération des otages israéliens, mais l'annexion de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Oui, effectivement, il déroule son plan et le plan de ses deux alliés extrémistes, Wenger et Smotrich, qui ont dit qu'ils se retiraient de la coalition s'ils ne continuaient pas et s'ils acceptaient un cessez-le-feu. Pour l'instant, il y a des protestations qui sont de plus en plus importantes, mais qui n'ont pas été suivies de mesures concrètes. L'Union européenne dit qu'elle va peut-être revoir son accord d'association avec Israël, mais rien n'est fait pour l'instant. Et donc, j'ai l'impression que Benjamin Netanyahou va avancer aussi loin qu'il peut, et tant qu'il n'y aura pas de mesures concrètes, de pression, de véritables sanctions contre Israël, il continuera parce que pour l'instant, ce sont seulement des paroles, des amonestations, des critiques, mais purement verbales. Et donc, il peut continuer à agir. Il agit et les autres parlent. Il parle de guerre totale. Est-ce qu'il n'est pas en train d'appliquer le plan de Donald Trump de déplacement forcé des Gazaouis, approuvé officiellement par les extrémistes religieux du gouvernement israélien? Effectivement, c'est-à-dire que les Palestiniens de Gaza sont de plus en plus concentrés sur des espaces de plus en plus réduits. Ils sont bombardés, ils sont affamés. Donc, il est probable que si on leur donne l'occasion de partir ailleurs, ils partiront. Et votre reportage l'a très bien montré. Non seulement ils sont affamés, mais ils sont aussi bombardés. Le nombre de morts augmente chaque jour. C'est quand même extrêmement violent. Et donc, on peut penser, on peut comprendre le désespoir de la population. Et ceux qui ont des enfants peuvent aussi dire, bah, si on me propose de partir, je le ferai. Et donc, en fait, on a l'impression que l'idée, c'est de rendre réellement la vie invivable pour que le départ, qui n'était pas une option auparavant, devienne quelque chose qui soit, lorsqu'on est dans l'enfer, eh ben, on peut accepter de partir. Et donc, effectivement, méthodiquement, sans que ce soit proclamé, on met ce plan en route. Et d'ailleurs, son ministre Smotrich a déclaré que son but, c'était effectivement de vider Gaza de sa population. Et donc, pour obtenir cet objectif, le Premier ministre israélien, est-ce qu'il n'est pas en train d'utiliser à la fois l'offensive militaire et la crise humanitaire? Exactement, puisque, comme vous l'avez montré, s'il y a un léger assouplissement du blocus, ce n'est pas suffisant pour nourrir 2 millions d'habitants qui ont, il y a déjà des déficits alimentaires extrêmement importants. Donc on bombarde, on affame et effectivement, seul le départ, pourra, être une option parce plus le nombre de morts qui s'allonge et donc c'est un plan quand même qui est de façon très méthodique, mis en œuvre et pour l'instant, on voit qu'il y a quand même un très grand silence américain. Donald Trump a pris quelques distances avec Netanyahou en négociant directement avec le Hamas pour la libération d'un otage, en négociant directement avec les Houthis pour que les navires américains soient épargnés. Mais sur ce qui se passe à Gaza, pour l'instant, il n'a rien dit. Il n'a pas mis en garde Benjamin Netanyahou que s'il continuait, il y aurait des sanctions américaines. Et donc Netanyahou estime qu'il a un blanc-seing de la part de Donald Trump pour continuer et que pour le moment, les Européens discutent. Ils sont d'ailleurs désunis. Tous les Européens ne sont pas d'accord pour sanctionner Israël. Et pour l'instant, le terme de sanction est uniquement un mot, n'est pas une réalité. Et il a même déclaré, le Premier ministre israélien Netanyahou, qu'il faut éviter le tollé international que provoqueraient des images de Gazaouis morts de famine, mais qu'il faut maintenir des conditions humanitaires insupportables pour les forcer à choisir l'exil. N'est-ce pas pour cela qu'il veut contrôler maintenant militairement la distribution de l'aide humanitaire dans Gaza? Exactement, il fait parvenir de l'aide alimentaire pour qu'il y ait des photos, des images en disant regardez, on a fait un effort, on fait ce que l'on peut, mais ça ne suffit pas à nourrir la population. Il y a certainement des gens qui sont et des enfants qui sont déjà morts de faim et on peut aussi penser qu'il y a des gens pour qui les séquelles, quand des nourrissons ou des jeunes enfants ne sont pas alimentés normalement, il y a des séquelles qui sont éternelles pour leur santé future. Et donc effectivement, c'est un plan méthodique qui est mis en place. On a l'impression que Benjamin Netanyahou et il essaye de convaincre ses alliés de dire on va faire un petit peu quand même, on va montrer des images où la population ira rassasiée pour que faire baisser un peu la pression, mais la réalité, c'est quand même toujours famine, bombardement. Et puis sur un plan interne également, Netanyahou a défié la justice en nommant un nouveau chef du Shin Bet. Il est passé outre l'interdiction de la procureure générale. En tout cas, il a ignoré cette interdiction. Est-ce qu'il est en train de faire évoluer Israël vers un pays illibéral? C'est une fuite en
en avant qui date depuis de longtemps. Il avait fait ça avant le 7 octobre. Le 7 octobre a un peu a mis fin à la contestation interne, mais elle le reprend. Et de plus en plus, Netanyahou est minoritaire dans son propre pays. Il y a quand même des Israéliens qui commencent à comprendre que ce qui se passe est destructeur pour l'image à long terme d'Israël. Et puis, sans parler effectivement des menaces sur le système démocratique israélien. Donc, il y a deux sujets. La façon dont Israël se comporte au niveau international par rapport au Gaza et la façon dont Netanyahou, en fait, s'affranchit de toutes les règles, qu'elles soient internationales ou qu'elles soient nationales, pour avoir un pouvoir tout à fait contraire aux normes démocratiques. Oui, il fait face à de fortes manifestations et de contestations des Israéliens. Est-ce qu'il y a également des dissensions qui apparaissent au sein même de l'armée israélienne? Alors, de nombreux réservistes, de nombreux généraux disent qu'ils ne sont pas engagés dans l'armée. Ils sont engagés dans l'armée pour protéger le pays, pas pour aller tuer des enfants. Et effectivement, il y a de nombreux réservistes qui ne veulent plus être envoyés. Et ça pèse aussi. Les gens ont été rappelés plusieurs fois. Donc, il y a la lassitude par rapport à la guerre. Et il y a aussi quand même le choc moral. Le 7 octobre a vraiment déclenché beaucoup de colère, voire de haine en Israël. Mais là, des soldats, notamment dans l'armée de l'air, qui est quand même la pointe de l'armée israélienne, se disent non, pas en notre nom, on ne peut pas accepter cela. Et ils comprennent bien que la poursuite de la guerre par Netanyahou n'a pas pour but d'éradiquer le Hamas, mais de se maintenir au pouvoir en maintenant une coalition avec des partis extrémistes. Face à cette détermination guerrière du Premier ministre israélien, que font les pays arabes, notamment l'Égypte et l'Arabie saoudite? Bah, pas grand-chose. L'Arabie saoudite, au moins, a freiné en n'acceptant pas officiellement le plan de Donald Trump, mais ces pays n'ont pas. Alors, elle ne va pas établir des relations avec Israël. L'Arabie saoudite a une influence sur Trump pour ne pas accorder tout à fait tout un blanc-seing à Israël, mais on voit bien que les pays arabes, ceux qui ont signé la paix et un accord de paix avec Israël, ne l'ont pas remis en cause. Donc, les pays arabes sont impuissants. Ils disent qu'ils s'opposent au plan de Trump sur Gaza, mais concrètement, il ne se passe rien. Ouais, le plan de la Nouvelle Riviera. Et pourquoi ils ne contraignent pas ces pays arabes, le Hamas, à libérer les otages israéliens? Ils n'ont pas de prise sur lui, ils n'ont pas de prise sur le Hamas. Effectivement, le Hamas pourrait libérer les otages, mais des négociations ont eu lieu. Mais deux fois, elles ont été interrompues par Benjamin Netanyahou en mai 2024. Et puis là, récemment, c'est lui qui a mis fin au cessez-le-feu, alors que ce cessez-le-feu devait aboutir à la libération de tous les otages lors d'une troisième phase. Et donc, le Hamas n'a plus que les otages comme moyen de pression sur Israël, il les garde. Et ces pays arabes n'ont pas de pouvoir sur Israël, n'ont pas non plus sur le Hamas dans les circonstances actuelles. Et pas non plus le Qatar. Alors, le Qatar a un lien avec le Hamas, il négocie, mais il ne va pas donner d'ordre au Hamas. Le Hamas a décidé que les otages qu'il maintenait, et il y a encore une vingtaine d'otages vivants apparemment, c'était sa seule carte à jouer en échange d'un cessez-le-feu. Et donc le Qatar a une influence sur le Hamas, bien sûr, mais il n'est pas aux commandes du Hamas. Est-ce que vous pensez quand même que l'isolement diplomatique d'Israël, qui est de plus en plus grand, a des conséquences sur l'opinion israélienne, sur le plan majoritaire, contre Netanyahou? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut souder la population israélienne derrière le gouvernement? Il y a une partie des Israéliens qui pensent que le monde est antisémite et que donc de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils seront condamnés, donc autant continuer. Mais il y a aussi des gens qui réfléchissent, qui voient bien, qui s'informent et qui voient bien que la popularité, le monde entier était derrière Israël après le 7 octobre et une très grande partie du monde est contre Israël aujourd'hui. Donc on voit bien qu'Israël a beaucoup gâché du capital de sympathie qu'il avait après le 7 octobre. Donc vous pensez que par exemple l'arrêt de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, elle a des conséquences à l'échelle internationale, ça suscite l'indignation et du coup des Oui. antisémites, on le voit à Washington, en profitent? Alors ça suscite effectivement une opposition politique et ça suscite effectivement, comme le meurtre de 2 diplomates israéliens l'a montré, des gens qui prennent des actions violentes. Alors c'est bien sûr pas comme ça qu'on fera pression sur Israël. Il faut effectivement, celui qui a fait l'assassin de ces 2 diplomates israéliens n'a rendu aucun service à la cause palestinienne, contrairement à ce qu'il déclare. Mais effectivement, c'est aussi ce que craignent de nombreux Israéliens, c'est que la politique de Netanyahou développe l'antisémitisme dans de nombreux pays. Merci beaucoup Pascal Boniface pour votre analyse en direct sur France 24. Merci d'avoir été avec nous. Et cette tribune